Bon, moi je suis Fatou Sow Marca de l'Institut d'études avancées et je dois vous dire que je suis très content d'être avec vous cet après-midi, même si c'est un peu sous le mode virtuel par la magie des nouvelles technologies. En tout cas, merci à tous et merci à tous les organisateurs, à tous les amis présents que j'ai eu l'occasion de suivre et d'entendre, en particulier à mon ami Babacar, de faire de notre ville, notre chère ville de Saint-Louis, pour le temps en tout cas de cette conférence, le Centre international d'études avancées sur le travail, dans ses mutations à l'épreuve des frontières de composition spatiale et de transformation sociale. Notre session, donc cette session 10, porte sur le thème mobilité, digitalisation et transformation du régime de travail. Pour animer cette session, nous aurons droit d'abord à une intéressante étude de cas portant sur des travailleurs migrants du Mali dans leurs aventures migratoires et les nouveaux horizons qui s'offrent à eux une fois de retour au pays. Ce sera par Julie Feynman. Ensuite, ce sera le tour de notre ami de longue date, compagnon des années de Braise au début des années 70, je veux nommer Demba Moussa Dembélé, de nous dire pourquoi les États ont échoué dans les politiques d'emploi pour les jeunes. Alors que cette problématique est non seulement une problématique sociale et économique, mais aussi et de plus en plus de sécurité nationale, voire même d'émancipation nationale. C'est notre ami Babacar Fall qui présentera son papier. Enfin, nous aurons la présentation de Mohamed Lamine Bachi, qui traitera de la transformation digitale dans les entreprises et les écosystèmes de l'économie informelle, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et ses conséquences sur l'emploi. Nous regrettons bien sûr l'indisponibilité de Nono Sida de la Fondation Rosa Luxembourg, qui a été privée, qui devait nous entretenir d'un thème cher aux syndicalistes et surtout à l'unité, à savoir l'emploi salarié décent et son avenir en Afrique. Mais cette absence, sans nul doute, sera comblée par des interventions en cas de notre discutant Abdoul Aziz Kamara, de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal CNTS. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Julie de l'Université de Fort à New York, qui, comme les autres, disposera de questions. Voilà, merci beaucoup et merci surtout à Babacar Fall de nous avoir invités ici. Je suis contente d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais parler du travail, de mon travail qui porte sur ces questions de travail, travailleurs migrants, mais surtout qu'est-ce qui se passe quand le travailleur migrant rentre, je ne vais pas dire chez soi, mais rentre quelque part qui n'est pas son pays de destination. Et qu'est-ce qu'il devient, quelle sorte de travail il va faire et comment son parcours migratoire a-t-il un effet sur son engagement civique et politique et comment cet engagement civique et politique devient une forme de travail pour ce migrant de retour. OK. Par contre, je vais faire la présentation en anglais, mais le diapo est en français et je ferai aussi le résumé en français. OK? C'est bon? All right. Thank you. So first, I'd like to discuss this first idea of what I call wealth in migrants. I don't know if any of you are familiar with the anthropological literature on wealth in people. This is a well-known anthropological concept. Apparently, Africans really appreciate, it's a bit culturalist, but, really appreciate, having lots of people around, and that, wealth is not just about money, it's about, having more and more social connections, having more and more family connections, and that this is how you also get wealth. That wealth isn't only described in the capitalist model through money, but there are also other forms of wealth, and as has been said by anthropologists for quite a long time about various people across the continent, wealth in people. So I've started this talk with this idea of wealth in migrants.
and thinking about for whom do migrants, and especially in this case, migrant workers, migrant laborers, economic migrants, for whom are they producing wealth? We know that wealth is created on the back of workers, of course, so for whom are these migrants producing wealth? And I just wanted to cite a few of them. First of all, of course, there's lots of studies that suggest that migrants who go to Europe provide very important labor, but also incredibly important help to aging populations, as some of these studies show. I just sort of put them up there so you get a sense. They also contribute, of course, to taxes. Migrants, contribute all sorts of things to the state, to the workforce, of course, and overall to the productivity of the economy. So many, there's a lot of economic studies now that suggest that, migration is a net benefit to, countries in Europe, for example, that need more people and have an aging population. Thank you, perfect. However, there's also some other wealth and migrant aspects that maybe are a little more overlooked. For example, the whole idea of illegal migration, this notion that some migrants cannot go where they want to, has itself, of course, become a wealth-generating business, as Ruben Anderson shows in his book, Illegality, Inc. Right, so there's all these sorts of technological, security, multinational risk analysis firms that are involved in carrying out the work of organizations like European Border Protection Frontex, and that European Border Protection Organization is given, many, many billions of dollars over several years in order to, carry out its mission of patrolling the borders of Europe, which apparently are now in Mauritania. Because they're now, of course, Frontex agents in Mauritania. And they obviously want to make all sorts of agreements with countries like Senegal and other quote-unquote sending countries. Also, migrants are really important for right-wing politics in Europe. Imagine what ultra-right-wing politics in Europe would be without illegal migration. I mean, where would they be? Of course, they say that they don't want it, but if they didn't have illegal migration, what would even be their platform? So clearly, they have a huge amount of political currency, even as they're economically important for the country, for the workforce. They have a huge amount of political currency, and of course, they're building really important infrastructures all over Europe. A little closer to home, wealth in migrants, especially when we're talking about migration to Europe from Africa, generates a whole lot of research funding, right? So why is it that, as has been stated previously, there are way more migrants in Africa who migrate within the continent, especially West Africans, and yet most of the research seems to be on people migrating from Africa to Europe. Donc pourquoi, pour juste résumer ce dernier point, pourquoi c'est le cas que la plupart, peut-être 80% des migrants ouest-africains restent en Afrique, comme c'était cité avant, je pense, mais la plupart des recherches portent sur la migration de l'Afrique vers l'Europe. Et donc, ça a des importantes conséquences pour nos théories et nos concepts de migration africaine, parce qu'on regarde des cas qui ne sont pas le cas le plus commun. Donc, je pense qu'il faut réunir ces différents cas ensemble, et c'est ce que j'essaie de faire dans ma recherche. Mais ça aussi, c'est une question de wealth in migrants, de la valeur ajoutée par les migrants et les migrants dits illégaux, parce que ça nous permet de gagner de l'argent pour nos recherches. Et où est l'argent pour la recherche? C'est l'argent pour la recherche de la migration à partir de l'Afrique. Voilà. Donc ça, c'est un peu juste une esquisse, peut-être économie politique, pour après aller dans mon étude de cas. Je travaille sur la migration de retour au Mali, principalement pour le moment. Mais je vais commencer à Paris, à l'église Saint-Bernard en 96, où j'imagine que vous connaissez. So I'm going to start right now, back to English, in Paris at this event, which was a working migrants and union event, a protest and occupation of the Saint Bernard Church in Paris, which was a huge mediatized event. And if you think about this event, it was an event where people were staying in the church, mostly African migrants, West African migrants were staying in the church, and many
of them ended up eventually deported, expelled from France after the church was raided by police, and it was a pretty violent expulsion of hundreds of protesters. One of those protesters was Mamadou Keita, a young Malian who was a worker who had migrated sans-papier, and he had joined a struggle for migrant rights. It wasn't yet called the sans-papier struggle. In the weeks that followed, the French state deported over 50 Malians. He didn't get deported at that time, but he remained undocumented in France for several years and continued to be politically engaged in this movement that would be called the sans-papier, or the undocumented movement, until his own deportation. Slide. Back in Mali, a student named Amadou Coulibaly followed these events with interest and some disquiet as he prepared his own journey to France. When he arrived, he would also end up joining the undocumented workers movement in France, but he and Mamadou Keita wouldn't meet until they had both been deported back to Mali. Slide. So from the perspective of France, this event, after these people are expelled from the church, and then many of them expelled from the country, that's the end of this event. That's the end of the story. But that's not where I want to end here, of course, because what happened to them after they were expelled? What happened to these and the many migrants who are deported? And what, this event didn't necessarily have that much impact on French politics. I mean, in terms of sans-papier, restrictions only got worse for immigrants in France after this event. Our study of deportation and migration can't stop at the moment where they get expelled. So with other researchers, I join in studying this from a different perspective, from the West African and especially Malian perspective. So du point de vue malien et africain, cette histoire ne s'arrête pas ici, à Paris, mais ça continue après l'expulsion. Slide, please. Thank you. So from a West African perspective, this event was a part of a larger transformative moment that brought together several deportee pathways. Smaller groups of Malians had been deported or otherwise forced to leave from Saudi Arabia and Liberia. They also ended up in Bamako. That same year, in 1996, Angola expelled thousands of West Africans, mostly merchants, who were forced to return to Mali without their possessions. Next slide. One of those people expelled from Angola was Ousmane Diarra, a shop owner by trade. Until that point, Ousmane had followed a pretty typical trajectory of migration in Mali. He had, essentially gone on to, he'd started, I think he went to Mauritania first. He thought about going to Europe via boat. Eventually that didn't work out, so he went back towards Central Africa. He spent some time working in Douala, and eventually he ends up in Congo-Brazzaville working in a market there, and then he hears there are some opportunities in Angola, and so he goes to Angola. He had minimal education. He left school in primary school, and there was really little in his overall family history that would suggest he would go on to found a pioneering migrant rights organization. So the minimal work that has looked at this organization tends to see the deportees and other migrants' rights, civic organizations, through the lens of their claims. That is, like their political claims or their civic claims. Those claims... Oh, you can go back. Thanks. Those claims are important, but the focus tends to miss the ways that participation in the associations are also a form of work and of livelihood for these returning migrants. They are these things for people who went abroad as migrant wage laborers, who worked in cleaning, food preparation, or in the construction sector, or as merchants, and in other types of agricultural labor in West Africa, and returned to a place where they didn't really have the same opportunities where they could use those skills. So given the labor market, engagement in these civic associations
actually ends up becoming not just a kind of thing they do in addition to their work, but becomes some of the main form of their labor and livelihood. And the association that Ousmane Diarra, pictured here, ends up founding is called the Association Malienne des Expulsés. But there are many associations like it. So this is just one of the groups that I work with. I'm just using this case because it's pretty representative. So as these associations become more and more like NGOs, in part because of their funding structures, they're mostly funded by primarily European NGOs. For many of these workers, engagement in them also can mean entrance into this kind of global civil society and the social capital that comes with that. Next slide. Oh, actually, no, go back for 1 second. All right. So 1996 was a turning point in Ousmane's life, and he was one of those people expelled from Angola, and because he was expelled back to Bamako, people started hearing about all of these different people expelled from all over the place, and that's when this association really came together. And the way that the association was made, as you can see from his story, is by the linking of pathways within Africa to pathways mostly to Europe, although there is one member of the board of the association who is an expulsé from the United States. Ousmane sees this return and his gathering in Bamako with these other deportees as a critical moment in his sort of quest towards political consciousness. Because he went really from seeking wealth by working in the Angolan diamond trade, he identifies as being from a family of merchants, to becoming the leader of this new movement. Next slide. So I just want to go through now a few of the key aspects of what they do and what it might tell us about this kind of work and some of the transformations that this work brings. Especially, I think there are a lot of contexts similar to this one. So one thing that's really important about the association. Yep. Yes? Okay, but because I did the translation though, I think I get a few extra minutes, right? No, but I mean that's how that worked with John. So because I'm doing both French and English, so you won't have to do it at the end. All right. So so this is just sort of the main points that I'm making through this case study, is that the immigrants, the returning migrants, find that they can speak for these deportees because they are themselves deportees. So they create this sort of logic based on authenticity of their identity as deportees, and it's also something that their funding NGOs love and really focus on, and sort of is part of how they can get some of their funds, is by focusing on this authentic experience as deportees. However, instead of using authenticity to make a claim based on a national or a ethnic claim, which is many sort of claims what authenticity tend to be, they're actually saying we share something in common because we've all been displaced. We all were working migrants who were displaced from where we were trying to go, or we were obligated to migrate even though we didn't want to. There's something about mobility and displacement that we all share, and that's the common grounds for our belonging. Next slide. So here you see Ousmane Diarra pictured on a Facebook post that he put up in Belgium, I believe, at a conference. So one of the things that I mentioned that this does for these migrants is to help them arrive at some sort of social mobility. They sort of show this to the people they interact with as a possibility of when migrants return, they don't necessarily have to try to leave. They can also try to engage at home. Next. Here are some more where he's integrating these spaces of sort of global civil society in Puerto Vallarta at the Global Social Forum. So someone who was deported from Angola, couldn't make it to Europe, now travels all over the world as an association member. But he doesn't have the economic thing.
Yeah, I'm gonna be done by 20 because I'm translating myself, so the other person won't have to translate. Yeah, so I'm just about done. Thanks. Can they not hear me? Okay. All right, cool. Sorry, that's that page. All right, go ahead to the next slide. Yeah, I'm almost done. Next. Yes, but I'm translating it myself. I've translated it, so I have a couple extra minutes, okay? Right? That's how it worked with John, too, I think. Right, everyone? Or do we agree? Because they don't have to translate it for me. All right, thank you. The translator won't have to work. That's why I'm doing it this way. Thank you. Okay, I'm just going to quickly finish with my last questions. Can you hear me? Et surtout l'effort de, je vois comme de retour au pays que vous avez développé, je pense que c'est très intéressant. Sans plus tarder, je laisse la parole à Ababacar Fall qui va faire la présentation de Demba Mouta Dembélé. Ababacar, vous avez la parole. Okay, there we go. So, I'm just going to quickly finish, given that I've translated it for you here. So the key questions that I'm asking with this work is, what is it about migration, and I put this translation for you, what is it about migration and expulsion that leads certain people to engage in this kind of political action as a form of not only that engagement, but also of social identity, and also of a way to guarantee their livelihoods as a form of work. What kind of claims and work do these experiences lead to? In other words, how does the experience of migration lead to kind of civic engagement and new kinds of orientations towards work? And I'm finding some very interesting conclusions with this that I'd be happy to talk about more, but I also just want to say that I'm also developing a comparative case in Senegal. Je développe un cas comparatif au Sénégal, donc je serai très contente d'avoir vos retours sur mon travail. J'espère que vous avez compris et voilà, merci. Moi j'entendais et je fais pourtant des mises au point, mais j'ai pas de recours. Oui. D'accord, vas-y. Donc, je voudrais, au nom de mon ami Demba Mouta Dembélé, présenter sa communication qui porte sur l'analyse de l'échec des politiques d'emploi des jeunes au Sénégal, qui est un thème sur lequel je développe des recherches et j'ai un projet d'ouvrage qui est en cours de finalisation. Donc, je me sens très bien à l'aise pour remplacer Dembélé. Dembélé est économiste de formation, mais nous partageons un certain nombre de facteurs d'analyse, de structure dans l'analyse. Donc, dans son papier se présente ainsi. Il fait une introduction, et dans l'introduction, il met l'accent sur le fait que l'échec de la politique de l'emploi est une illustration de la faillite des modèles de développement hérités de la colonisation ou imposés par les institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et cet échec a des conséquences dramatiques dans la mesure où les jeunes, pour échapper au chômage, au sous-emploi, ce sont ces jeunes que l'on retrouve aujourd'hui dans le fameux dilemme Barça ou Barzac, périr ou atteindre Barcelona ou périr. Donc c'est ce drame, tout ce drame de l'immigration clandestine. Donc dans cette contribution, Dembélé se propose d'analyser les raisons économiques et politiques qui expliquent les échecs des politiques d'emploi de jeunes. Dans une première partie, il décrit le contexte
notamment marquée par les programmes d'ajustement structurel et les conséquences. Et dans un deuxième temps, il analyse les défis de l'emploi des jeunes au Sénégal. Ensuite, il va analyser ce qu'il appelle le nouveau programme d'urgence imposé, disons adopté par le président de la République depuis la révolte des jeunes de mars 2021. Donc voilà le mouvement, et pour terminer, pour conclure, il conclut avec un certain nombre de recommandations. Donc voilà un peu la démarche de notre ami Dembélé. Alors le contexte est marqué par quoi? Ce sont les programmes d'ajustement structurel et leurs conséquences. Il rappelle que depuis les années 60 et 70, l'État était apparu comme le premier employeur au Sénégal. Mais avec le programme d'ajustement structurel, il y a un changement de rôle dans la mesure où l'État ne devient plus le premier employeur, et ce rôle de premier employeur n'est pas remplacé par le privé, mais au contraire, c'est le secteur informel qui prend le relais comme la principale source pourvoyeuse de main-d'œuvre. La première conséquence de l'ajustement structurel, c'est l'affaiblissement de l'État. Et cet affaiblissement de l'État est illustré par le démantèlement du secteur privé, avec soit le dégraissage de la fonction publique, le départ des volontaires, ou carrément la suppression de l'ensemble des sociétés d'entreprises parapubliques qui, pour l'essentiel, étaient une niche importante de main-d'œuvre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une ère de la libéralisation. Et cette ère de libéralisation se justifie par la nouvelle orientation, parce que le programme d'ajustement structurel impose la libéralisation du commerce extérieur et en même temps met fin à la protection du marché intérieur suite aux accords sur le commerce international. Donc tout cela va avoir des conséquences très importantes. Il relève également qu'il y a un affaiblissement des parlements dans la mesure où on a accéléré la privatisation des services publics de premier plan, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, toutes ces ressources importantes en termes de pouvoir de l'État sont privatisées. Les ressources naturelles également tombent sous le contrôle des multinationales. C'est le cas des mines. Pour tout dire, c'est l'instauration du modèle néolibéral. Quelles sont les conséquences de cela? Les conséquences, c'est effectivement le développement de la pauvreté. Et il rappelle qu'en 2011, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a publié un rapport qui a attiré l'attention sur les conséquences des programmes d'ajustement et d'autres modèles importés au niveau des pays africains. Et sous ce rapport, le rapport montre que ces programmes ont effectivement largement contribué à l'explosion de la pauvreté et non la réduction de la pauvreté. Quels sont les défis? Les défis de l'emploi des jeunes. Comme il dit, le Sénégal est un pays durement frappé par le drame de l'immigration, qui voit une grande partie de sa jeunesse quitter le pays pour tenter l'aventure, parce qu'on ne trouve pas du travail, un emploi décent. Et ça, c'est le principal motif des migrations. Or, on le sait, la population au Sénégal est une population jeune, avec une tranche d'âge de 15 à 35 ans qui constitue près de 75% de la population. Cette tranche d'âge est estimée en 2020 à près de 6 millions et on estime que chaque année, plus de 300 demandeurs d'emploi rejoignent le marché du travail. Ces chiffres, donc, à la fois montrent la part importante de la jeunesse, mais en même temps,
les énormes défis qui se posent au niveau des pouvoirs publics. Selon une étude du gouvernement du Sénégal, la structure de la population, le niveau d'instruction est marqué par la prépondérance de la population n'ayant aucun niveau d'études. Le taux d'emploi des jeunes est resté stable sur la période 2005-2011 et tourne autour de 38%. En 2011, le taux d'activité des jeunes est de l'ordre de 42%, soit un recul de près de 2,4% par rapport à 2005 qui était de 44,5%. Et le paradoxe, c'est que les plus diplômés présentent les taux d'activité les plus faibles. Je crois que ça c'est très important et on le sait, que ça soit, il y a 20% pour le niveau du secondaire, 36% pour le niveau supérieur. Plus on est diplômé, moins on a des possibilités. Et cela s'explique par le fait que l'orientation du système d'éducation qui accorde une place très faible à la formation professionnelle. Un autre facteur explicatif, c'est effectivement la place importante du secteur informel dans l'économie sénégalaise. Selon les statistiques, nous avons près de 90% des poursuites d'emploi qui se trouvent dans le secteur informel. Et la plupart sont des petites et moyennes entreprises. Mais comme le secteur de l'entreprise n'est pas formalisé, il n'y a pas la comptabilité nationale n'intègre pas cela, du fait que la plupart de ces entreprises sont des entreprises de type familial. Enfin, il y a l'absence d'une stratégie cohérente et d'autre part, la politisation des structures dédiées à l'aide à la jeunesse. Dembélé insiste sur le fait que l'emploi est considéré comme une variable de l'ajustement, mais n'est pas considéré comme une priorité dans la définition des politiques de développement. Et c'est ça qui est un des grands problèmes. Il y a des structures qui sont mises en place, que ce soit l'AGETIP, que ce soit l'Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues, l'Agence nationale d'insertion et de développement, l'ANIDA, ou l'Agence pour la promotion et développement de l'artisanat, etc., etc. Il y a toutes ces structures qui sont mises en place. Et ce sont des structures qui sont considérées comme des palliatifs qui sont créés. Et ce sont des structures qui sont généralement créées de façon circonstancielle. Et c'est ça qui est un des problèmes. Deuxième facteur important, c'est la politisation des structures dédiées aux jeunes. On a mis en place des structures, mais ces structures sont confiées à des responsables politiques ou sont considérées comme des sources ou pour une clientèle politique. Et c'est cela qui fait que il y a beaucoup de détournements par rapport aux objectifs. Et il rappelle que un ancien conseiller de l'ancien Premier ministre Abdoulaye Dione, Ben Abdallah Dionne, parlant du chômage et des jeunes, considérait que c'était une bombe à retardement. Mais comme on l'a constaté en mars 2021, cette bombe à retardement a explosé et a amené le gouvernement à élaborer d'urgence un nouveau programme appelé un nouveau programme d'urgence Xëyum Tay. Alors, il dit que ce programme contient beaucoup de promesses sur la création d'emplois et la promotion de l'auto-emploi et de la formation. Il y a une enveloppe de 450 milliards qui a été dégagée sur 3 ans, à raison de 150 milliards par an. Ce programme est supposé gérer 443 000 emplois et sous-emplois et auto-emplois. Mais comme il dit, pour commencer, le gouvernement a annoncé le recrutement de 105 000 jeunes dans les différents ministères et dans certaines agences publiques. Cependant, le secteur privé national ne contribue pas à l'absorption du chômage des jeunes, et ce qui effectivement devait pouvoir gérer un nombre important, mais malheureusement, le secteur privé est en crise.
Le programme 100 000 logements devrait créer, dit-on, 600 000 emplois au cours de son exécution. Mais comme il dit, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions. D'abord, la plupart, ce sont des perspectives annoncées D'accord. Donc je vais conclure. Il insiste sur le fait que les chiffres qui sont annoncés, quand on les compare avec ce qui s'est passé durant les 5 dernières années, où il y avait un rythme de création de 70 000 emplois, il se pose la question de savoir comment on peut créer 493 000 emplois, alors que dans les 10 dernières années, c'était une moyenne de 70. Les options de limitation de l'auto-emploi également sont très faibles. Une des solutions à envisager, c'est l'économie sociale solidaire qui est annoncée comme une panacée. En conclusion et en recommandation, comme il dit, le chômage des jeunes est vraiment un casse-tête pour tous les gouvernements, car en plus du poids démographique, il y a plusieurs facteurs économiques, politiques qui expliquent l'échec des programmes d'ajustement. Parce qu'il n'y a pas une politique nationale cohérente et des mesures prises, et toutes les actions qui ont été prises sont des actions soit circonstancielles ou des actions palliatives qui, pour l'essentiel, n'ont pas donné de bons résultats. Il préconise la rupture avec le modèle néolibéral qui, selon lui, devrait pouvoir permettre de définir, à partir des priorités nationales, une politique cohérente d'emploi et considérer l'emploi comme une priorité. Et pour ça également, il faudrait rompre avec la politisation des structures dédiées aux jeunes et laisser carrément une plus grande objectivité dans le management. Voilà ce que l'économie de la présentation de mon ami Moussa Dembélé. Je vous remercie. Alors, nous sommes honorés. Je commence par préciser que je suis là au nom de la CNTS. Donc, c'est un syndicaliste qui vous parle. Il y aura beaucoup de crimes de lèse académie, ou lèse éminence même, dirais-je. On se permettra de faire des raccourcis, de faire des conclusions qui ne sont pas basées sur une certaine rigueur scientifique. Mais au bout, ce qu'on aura à vous dire, c'est ce que nous pensons être notre avis, notre opinion sur la question de la digitalisation dans le monde du travail et ses conséquences. Alors, nous allons commencer par une définition des concepts. Parce qu'en réalité, la difficulté du sujet réside sur le fait que, en son sein, il y a beaucoup de notions, beaucoup de mots qui font l'objet de beaucoup de controverses et de contradictions entre les universitaires. Nous qui ne sommes pas universitaires, on en a eu quelques mots de tête. Finalement, on s'est dit qu'il faut se retirer de ces discussions, de ces disputes, très enrichissantes certes, mais qui ne nous permettent pas d'évoluer. Alors, les controverses sont dues du fait que la question du travail concerne plusieurs disciplines. Ça concerne la sociologie, qui a sa vision du travail, ça concerne la philosophie, ça concerne l'historien du travail, ça concerne l'économiste. Donc chacun a sa définition du travail. Donc c'est quoi le travail? C'est les questions qu'il faut trouver des réponses. C'est quoi l'emploi? Le travail et l'emploi ont-ils la même signification? Le digital ou le numérique, peut-être pour les anglophones, ils ne sont pas confrontés à ce débat-là. Mais pour les francophones, oui, le digital, faudrait-il dire le digital ou le numérique? Toutefois, il va falloir qu'on s'exerce un peu à donner une définition. Comme le dit Georges Elgossi, il dit « il faut définir pour débuter, sinon on risque de buter à la fin ». Donc pour ne pas buter, nous allons donner une définition. Pas la définition, mais ce qu'on pense être la définition du travail, de l'emploi et du digital. On va prendre des raccourcis, ne vous en faites pas. Après, il y aura les professeurs qui vont corriger. Alors, pour donner une définition du travail, nous allons puiser, et je suis heureux de voir le professeur Bouba Diop, nous allons retourner à nos traditions africaines. En nous référant à la charte du Kouroukan Foga. Je pense qu'en lisant la charte, on a 3 fois de suite le
terme travail qui revient. Mais ce qui nous a le plus intéressé dans cette charte-là, c'est l'esprit même, c'est la philosophie du travail qui est dedans. Et la philosophie du travail pour les Africains a été toujours le contraire de l'oisiveté et de la paresse. Voilà, pour dire ainsi. Et pourquoi on a pris cette définition-là? Ce n'est pas par repli identitaire, mais c'est du fait de la philosophie qu'elle contient. C'est-à-dire, le travail est considéré comme étant le vecteur du développement et non l'inverse. Alors qu'aujourd'hui, toute la définition qu'on a du travail, en tout cas après nos indépendances, c'est qu'on considère le travail comme étant une problématique qui doit être réglée par le développement. Et je pense que tous les pays qui sont adonnés un peu, et là c'est pour confirmer la communication du professeur Demba Moussa Dembélé, il faut une philosophie qui puisse sous-tendre la politique de développement. Et nos États africains, principalement, sont très en retard à ce niveau-là. Donc nous définissons ici le travail comme étant l'opposé de la paresse, mais qui a une finalité au bout. La finalité, c'est d'avoir une vie, de gagner honorablement et de façon licite sa vie. On peut passer à une autre slide. Alors, vous avez remarqué qu'on s'est donné beaucoup de liberté. En omettant de façon volontaire la notion de lien de subordination. Je pense pour mes camarades qui sont là, nous ne savons pas définir le travail, en tout cas la définition juridique du travail, j'ai oublié que les juristes aussi ont leur définition, c'est principalement le salariat et le lien de subordination qui lie l'employeur à l'employé. Nous avons omis volontairement ce concept-là du fait que le lien de subordination en réalité n'a caractérisé le travail qu'après ou pendant l'ère de l'industrialisation d'Europe. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Peut-être je commets des erreurs, après les historiens ils vont le régler. Alors, mais principalement, il faut regarder même dans l'histoire, à chaque fois qu'une minorité s'accapare les moyens de production, le lien de subordination devient de fait, du fait que la majorité ne détient plus les moyens de production et devient dépendant vis-à-vis d'une minorité, et c'est ça même qui impose le salariat. Donc on peut passer rapidement sur ces deux omissions qu'on a commises. Alors pour l'emploi aussi, je me suis donné, je n'ai pas encore terminé, pour l'emploi je me suis donné aussi une grande liberté. Vous allez vous en rendre compte, j'ai défini le travail comme étant une profession, une compétence ou un métier, point barre. Et la réflexion, et c'est ça qui va sous-tendre toute notre présentation, nous considérons que l'emploi, c'est la compétence que l'agent économique a, et le travail, c'est quand il l'exerce pour gagner sa vie. Donc s'il a une compétence et qu'il ne l'exerce pas, il a un emploi, mais il n'a pas encore un travail. S'il l'exerce, il a un travail et un emploi. Voilà, donc c'est une grande liberté, mais vous allez m'en excuser. Pour ce qui est du digital et du numérique, on en a donné une définition très simple, mais assez profonde. Je pense qu'à ce niveau-là, et ça vraiment c'est une remarque que je tiens à faire à ce niveau, parler de la digitalisation et de l'avenir du travail ne peut pas se faire en 5 minutes ou en 15 minutes. On a défini le digital comme étant l'association de l'Internet et de la puissance informatique. Je suis presque sûr que s'il n'y a pas d'ingénieur informatique ou d'ingénieur en télécommunication, personne ne sait ce que c'est la puissance informatique. Je vais vous donner juste une illustration. Cette machine-là a une puissance de calcul supérieure à celle qui a lancé la première personne qui est allée à la Lune. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Votre smartphone a une puissance de calcul supérieure à la machine qui a permis à lancer une fusée à la Lune. Et c'est un autre monde et nous sommes encore à la préhistoire de la digitalisation. Nous ne sommes même pas dans l'ère de la digitalisation. On est à sa préhistoire. On peut continuer. Tout ça, il faut l'enlever de 8 minutes. Alors, le débat sur les progrès techniques et ses conséquences sur l'emploi, ce n'est pas un débat nouveau. Et je ne suis pas bon en anglais, donc je ne vais pas lire, ou bien je vais lire en massacrant l'anglais, et les anglophones vont m'en excuser. On a 2 brochures du New York Times. Le premier est de 1928, où on dit March of the Machine makes idle hands.
C'est bien ça. Après, vous avez compris, hein? Hide, voilà. Et comprenez la suite. L'autre article est de 1940, toujours dans le New York Times, où on parle de dice machine displays men in the long run. Alors, pour traduire en français, je ne sais pas si la traduction elle est parfaite. Le premier article parle est dans un questionnement, hein, et dans un questionnement, est-ce que les machines ne vont pas rendre la main-d'œuvre inutile? Voilà. Et l'autre, c'est un questionnement aussi. Est-ce que, dans le long terme, l'homme ne sera pas simplement remplacé par la machine? C'est les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui en 2022. Donc, c'est un débat ancien. C'est un débat ancien aussi dans le milieu intellectuel. Il y a John Maynard Keynes, qui est connu, hein, de tous d'ailleurs. Et il y a un autre même, mais on a pris John Maynard Keynes, qui déjà en 1930 nous parlait de chômage technologique. Et qu'il définit en disant que c'est un temps où nous découvrons des moyens d'économiser l'utilisation du travail à un rythme plus rapide que celui auquel nous parvenons à trouver au travail de nouveaux débouchés. Donc ça, c'est le premier préalable avant de rentrer dans le fond du sujet. Le deuxième préalable, c'est la slide suivante, c'est que la digitalisation, parce qu'elle a plusieurs dimensions, dans sa dimension logicielle, c'est-à-dire programmation, a été déjà depuis le XVIIIe siècle une menace pour l'emploi. Et ça a été la plus grande menace pour l'emploi. Et on a noté trois dates. La première date, c'est 1725. Basile Bouchon, c'est un scientifique français. Il inventa une machine qui servait à tisser, qu'on appelait métier à tisser semi-automatique, avec des rubans perforés. C'était les débuts de l'informatique. Alors, pour le programmer, afin d'aider les ouvriers dans la tâche répétitive du tissage. 3 ans après, son assistant, Jean-Baptiste Falcon, il perfectionne. Ce qu'il perfectionne ici, c'est le dispositif programmatif, c'est-à-dire c'est le logiciel, ce qui fait marcher nos machines, pour parler comme mon parent sérère. Il perfectionne le dispositif en inventant des cartes perforées. Retenez bien ces cartes perforées. Jusqu'en 1940, et même après, hein, ces cartes perforées ont servi à fabriquer des machines. En tout cas, à programmer des machines. Vous regardez qu'en 1940, IBM s'est inspiré de ces cartes perforées pour programmer, communiquer des instructions. Ce n'est rien d'autre que programmer. Pour programmer la première machine qu'on considère que c'est l'un des premiers ordinateurs modernes, qui s'appelle le Howard Mark I. Hein, c'est bien ça. L'anglais, vraiment, j'étais terrible. Je ne suivais pas ces cours-là. Je le regrette aujourd'hui. Alors, la troisième date, j'accélère. Je ne suis pas encore rentré dans le sujet. Hein. La troisième date, bon, j'ai une dérogation. La troisième date, et cette troisième date, elle est importante parce qu'elle a été source de révolte ouvrière. C'est la révolte des Canuts en France et des Ludites en Angleterre. Donc, on peut aller rapidement dans le fond du sujet. Alors, les conséquences de la digitalisation sur l'emploi et le travail. La première conséquence, c'est sur l'organisation même du travail. Et ça, je pense que les organisations internationales s'en sont appropriées. C'est le télétravail, le flex-pay, le travail à distance qui est devenu une réalité, mais qui pose beaucoup de problématiques. Qu'adviendra-t-il de la protection du travailleur par les délégués du personnel? Y aura-t-il un établissement même pour élire ces délégués du personnel? Comment la syndicalisation se fera dans ces conditions où les travailleurs ne se connaissent pas, n'ont aucun lien affectif, n'ont pas de collectif? Que restera-t-il de ce collectif des travailleurs? Qu'adviendra-t-il du salariat? On a parlé de personnes qui ont plusieurs tâches, qui contractent avec plusieurs entreprises. Mais en réalité, ce qu'il faut voir au bout, c'est que est-ce qu'il y aura un salariat? Est-ce qu'il y aura une dépendance à une entreprise? Alors, comment le lien de subordination entre l'employé et l'employeur s'établira pour qu'on puisse dire que celui-là est un travailleur? Donc, ça parle aussi de la précarité de l'emploi.
Le travail et les frontières géographiques. Est-ce qu'il serait pertinent même de parler de travail transfrontalier? Il n'y a pas de pertinence parce qu'on est là, on travaille avec un dispositif, c'est comme si on était au Canada. Et ce phénomène-là existe au Sénégal. Il y a beaucoup de jeunes ingénieurs sénégalais qui travaillent pour le compte d'entreprises canadiennes, américaines, etc. Et qui sont au Sénégal, qui ne bougent pas. L'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, ou bien vie privée et vie professionnelle. La protection sociale, l'accident du travail. Qu'est-ce qui sera un accident du travail? Tu es chez toi, tu travailles pour le compte d'autrui, il y a un accident qui se produit dans ta maison. Est-ce que ce sera considéré comme un accident du travail? Les conditions matérielles de travail. Est-ce que les conditions matérielles sont à la charge de l'employeur dès lors que vous êtes chez vous ou pas? Alors, la deuxième conséquence, c'est l'extension même de la notion de travail. Ce n'est pas un débat nouveau parce qu'en 1970, déjà, Dallas Smith posait ce débat en disant que le fait de passer du temps à regarder sa télévision, c'est un travail. Parce que sans cette audience-là, il n'y aura pas de publicité. Donc, vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour la télé et qui gagne des publicités. Ce phénomène-là s'est accentué, ça je pense que nous tous nous le savons, avec le numérique. En se connectant à Facebook, on travaille pour Facebook et on le fait gagner de l'argent. En se connectant sur YouTube, et il y a même mieux, parce que maintenant, Facebook et YouTube et autres rémunèrent les youtubeurs et autres. Donc, on peut passer à une autre slide, on me demande d'accélérer. Alors, la troisième conséquence, c'est sur la menace du salariat. On a parlé. Beaucoup. Il me reste combien? 3 minutes. Alors, donc je vais accélérer. La menace sur le salariat. Beaucoup d'analystes évoquent ce sujet-là. Alors, la digitalisation, il faut constater qu'elle supprime les barrières à l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, il suffit d'avoir son smartphone, d'avoir un compte YouTube et tu es rémunéré. Voilà, donc on peut passer. Maintenant, le chômage technologique, on revient sur la slide. Le chômage technologique ou la fin de l'emploi. Là, il y a vraiment un débat. Jusque-là, l'automatisation concerne des tâches physiques et répétitives. Avec la digitalisation, c'est plus des tâches cognitives, dans des domaines pointus. C'est-à-dire la médecine se fera par des moyens digitaux. On n'aura presque pas besoin d'un médecin. Parce qu'en réalité, nos smartphones ont une capacité comment on dit, sensing et de sentir et de voir qui sont supérieurs à celui de l'humain. Avec l'intelligence artificielle, nos smartphones ou bien les appareils technologiques pourront faire un meilleur diagnostic du cancer qu'un médecin même expérimenté. Il y a aussi le jugement, c'est-à-dire le fait d'avoir des données. En fait, le big data permet de pouvoir même prédire est-ce que cette personne-là sera un récidiviste ou pas. Est-ce qu'il est coupable ou pas. Donc, et l'éducation. Alors, de grands cabinets comme McKinsey et Deloitte ont tous publié des rapports pour affirmer que le chômage technologique est inévitable. Et une étude aussi de l'université d'Oxford nous parle de 47 emplois américains qui sont menacés dans les années futures. Et pour nos pays là, c'est 85%. Donc, c'est vraiment, on peut l'appeler un robot-apocalypse. Toutefois, il faut relativiser. Et je termine par là. Il faut relativiser. Je pense que tout le reste va rentrer dans cette ordre d'idée-là. Parce que l'histoire nous enseigne qu'en réalité, l'automatisation n'a jamais supprimé l'emploi. En réalité, il y a juste un transfèrement. Vous regardez, en 1790, il y avait 90% des Américains qui vivaient de l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont 2%. Donc, l'automatisation a supprimé beaucoup de tâches, mais cela ne veut pas dire que l'emploi a été supprimé. Et d'autre part, il y a ces deux consultants qui ont fait une recherche pour dire l'intelligence artificielle, dans toutes les entreprises où elle a été utilisée pour remplacer l'humain, ces entreprises-là ont eu une productivité relative dans un court terme. Par contre, si on l'associe à l'humain, là, on a plus de performance. Et une étude du McKinsey nous renseigne, une donnée, en tout cas, qu'il faut prendre en considération. Il nous dit dans 13 pays allant de la Chine, de la Russie aux États-Unis, l'Internet, en supprimant un emploi, en crée 2,6. Donc, il n'y aura pas la suppression de l'emploi en tant que tel. Mais nos emplois là qu'on connaît seront supprimés, ça c'est évident. Et c'est d'autres emplois qui renaîtront. Donc, on ne supprime pas l'emploi avec un grand E,
Mais les emplois là qu'on connaît seront supprimés pour être remplacés par d'autres. C'est pourquoi, pour clôturer, il faut convenir que les emplois disparaîtront, que des emplois disparaîtront. Et que cela ne sera pas la fin de l'emploi. Le marché du travail aussi et la notion de travail évolueront à coup sûr. Mais le grand paradoxe dans tout ça est qu'il faudrait posséder la technologie du digital. Et ça, je parle aux chercheurs sénégalais et africains. Je pense que vous serez un bon relais pour nous. Il faudrait qu'on possède cette technologie pour prétendre bénéficier des nouveaux emplois. Il faut continuer à travailler et espérer la prospérité, pour pouvoir continuer à travailler et espérer la prospérité qui sera attendue. Et Vladimir Poutine, ce n'est pas un exemple, mais il a raison en disant, à propos de l'IA, celui qui détiendra cette technologie-là sera le maître de demain. Et c'est la même logique que celle de l'industrialisation. Les pays qui ont possédé cette industrialisation, qui ont possédé cette compétence-là, qui ont possédé cette technologie-là, c'est aujourd'hui les pays qui font presque le plein emploi. Les pays qui n'en ont pas, c'est nos pays-là, c'est nous autres qui souffrons du chômage. Donc, pour clore vraiment, il faudrait... La digitalisation est une menace, mais sa solution, c'est de le posséder. Alors, les centrales syndicales que nous sommes, alors, nous devrons travailler à penser à l'entrepreneuriat salarié. Je pense que dans les années 80, on parlait d'actionnariat salarié. Maintenant, la tendance va vers l'entrepreneuriat salarié. Il faut penser à intégrer des coopératives d'entrepreneurs salariés. Donc, je vous en remercie. Merci, j'ai dépassé largement le temps. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur, et toutes nos félicitations aussi à nos panélistes, à nos 3 panélistes. Je voudrais me féliciter d'abord du choix porté sur ma modeste personne à travers la CNTS. Revenir d'abord sur l'intérêt de la session. La session numéro 10 a un thème central. C'est la question de l'emploi qui est le thème central. Et si nous essayons de... Voilà, merci. Donc je disais tantôt que cette session a un thème central qui est l'emploi. Et si nous nous référons aux 3 présentations, la première présentation qui nous parle de la migration, et on sait que la migration, c'est la quête de l'emploi et qui est à l'origine de la migration, ou bien la recherche d'une situation économique beaucoup plus favorable. La deuxième présentation nous parle des échecs des politiques de l'emploi. Et la troisième présentation nous parle de l'évolution de l'emploi. Autrement dit, la conséquence, c'est la perte de l'emploi existant. Donc cela veut dire que nous devons nous interroger sur l'emploi. L'un cherche de l'emploi. Ici, il y a de l'échec des politiques. Ici, il y a une disparition de l'emploi. Donc voilà des problématiques extrêmement importante. Pour revenir sur la première présentation de Julien, qui a traité un peu la migration, donc dans son exposé, je pense qu'elle a essayé de voir comment le parcours migratoire a fait des effets sur la nouvelle vie du migrant de retour. Ensuite, il a parlé un peu de la réorientation de l'activité professionnelle vers des actions citoyennes et au service de la communauté. Je pense que c'est extrêmement important. Et là, elle a insisté sur les motifs ou bien sur les raisons de leur engagement. Et si on l'écoute bien, l'origine de leur engagement provient spécifiquement des problèmes spécifiques aux migrants. C'est-à-dire que la base de leur engagement, c'est d'abord leur problème spécifique. Si on prend l'exemple de l'expulsion,
Je pense que c'est des problématiques qui sont spécifiques aux migrants. Avant, maintenant, d'intégrer ce qu'on appelle la société civile et les ONG sur place pour lutter, par exemple, sur les problématiques dans leur pays d'origine, à travers la liberté, à travers la démocratie, etc., etc. Et là, ça me permet de me poser deux questions d'ouverture. La première question, la nouvelle vie associative est-elle combinée à des activités économiques? Parce que ils sont de retour, ils sont dans les associations. Mais est-ce que cette nouvelle vie associative est combinée à des activités économiques? Si oui, comment? Donc je pense qu'il faudra y essayer de venir. La deuxième question, c'est comment peut-être la terre d'accueil. Comment la terre d'accueil? C'est-à-dire que l'exemple quand un migrant d'origine malienne était en France. Comment la France, par exemple, a impacté ou bien sur l'engagement de ses militants? Mais certainement, il y a des influences. Maintenant, la deuxième présentation qui a été présentée par le professeur Fall sur pourquoi les États ont échoué dans les politiques de l'emploi des jeunes. Donc, dans son introduction, il a essayé de parler de l'échec de ces politiques, dû aux politiques économiques imposées à travers le FMI ou bien la Banque mondiale. Et ensuite, il est revenu sur les raisons économiques et politiques, les conséquences, et aussi les défis de l'emploi des jeunes. Et dans mon commentaire, par exemple, je me suis dit que dans nos pays, il y a trois facteurs qui plombent un peu la promotion de l'emploi des jeunes. Le premier facteur, ou bien le premier défi, à mon avis, c'est on note une déficience sur le système de pilotage et de coordination des politiques en faveur de l'emploi des jeunes. Ça, je pense que vous le savez, il y a autant de ministères qui s'occupent de la promotion de l'emploi des jeunes, il y a autant d'agences qui s'occupent de la promotion de l'emploi des jeunes. Cela veut dire qu'il y a un problème de système de pilotage et de coordination de l'emploi des jeunes. Deuxième élément, c'est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, on parle plutôt de l'employabilité des jeunes. L'employabilité des jeunes, c'est aujourd'hui, est-ce que ces jeunes sont employables? Et est-ce que les jeunes actuellement ont des qualifications requises qui leur permettent de s'insérer dans la vie professionnelle? Bon, le troisième élément, c'est le financement. Parce que qui parle de l'emploi des jeunes parle de financement. Et là, je pense que le professeur l'a abordé. Le financement de l'emploi des jeunes est très insuffisant. Je prends l'exemple de l'ANPEJ. Il y a une année où l'ANPEJ avait un plan stratégique qui devait être financé à hauteur de 12 milliards. Et l'État avait octroyé 3 milliards. L'ANPEJ avait un déficit de financement de 9 milliards. Comment une telle structure, peut-être, peut prendre en charge la politique de l'emploi des jeunes? Là, je pense que bon, ce sont des éléments sur lesquels nous devons y réfléchir. L'autre élément que je voulais terminer par cette présentation, c'est surtout l'implication des jeunes. Tout ce qui se fait sans toi se fait contre toi. Je pense que ça, c'est extrêmement... Voilà, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, dans les études, on montrait qu'il y a un problème
de l'implication des jeunes dans les instances de décision. Et là, je pense que l'ancien directeur du PIT, Johan Sauvavi, avait dit que nous ne devons pas permettre qu'il y ait ici ou là un déficit d'espoir qui entraînerait les jeunes dans un cycle de chômage dont ils pourraient penser qu'ils n'émergeront jamais. L'implication des jeunes pour trouver des solutions au chômage qui les frappe est essentielle. Donc il est essentiel d'impliquer les jeunes à trouver le problème. Et pour que cet engagement soit réel, il faut que l'espoir de trouver un travail décent soit toujours vivant. Je le cite. Et enfin, je voulais terminer par la présentation de mon secrétaire général, Badji. Je pense qu'il a traité la digitalisation du travail, mais qui s'est inquiété surtout de la mort du syndicat. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Je pense que dans ce, je ne reviens pas sur la définition des concepts, mais je pense que le débat sur les conséquences de l'évolution technologique sur l'emploi, il l'a abordé. Et là, les chercheurs, je pense, sont divisés, si je comprends bien. Parce qu'il y a certains chercheurs qui disent que cette révolution, elle est bénéfique. D'autres disent non. Ceux qui disent que certains chercheurs soulignent les bénéfices extra-économiques. Il y a l'extension du domaine de la gratuité et le renforcement du lien social qui est permis par l'économie collaborative. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'abaissement des barrières à l'entrée, donc la plus grande fluidité sur le marché du travail. Troisièmement, il y a l'accroissement de l'autonomie au travail, permise par la sortie des organisations hiérarchiques et du salariat. Donc je pense que ça c'était. Mais les autres chercheurs disent que d'autres disent au contraire, les risques attachés à la diffusion de formes de travail ne relèvent officiellement ni du travail salarié ni du véritable employeur. Parce que là, c'est des problèmes. Il y a le problème de la protection sociale des travailleurs, il l'a dit. Il y a les risques attachés à leur auto-exploitation, exemple, trop longue durée de travail à la maison. Il y a aussi la concurrence déloyale que les plateformes exercent à l'égard des organisations traditionnelles. Je pense qu'il l'a dit à travers Facebook. Je pense qu'on peut faire, chez nous ici, je pense que je suis venu avec les taxis de Dakar, hein, où tu peux entrer sur un site, hein, pour réserver vraiment ton transport. Il y a également la marchandisation d'activités jusqu'au bénévolat. Et enfin, l'effacement des différences entre amateurs et professionnels. Ça aussi, ce sont des risques vraiment qui menacent cette problématique. Bon, je pense que je suis assez parlé de ça. Voilà, je voulais poser deux questions. Excusez-moi, deux questions à Badji. Je pense que cette question d'ouverture qui m'intéresse aussi. Si l'emploi salarial est menacé par l'évolution du travail, quel sera le rôle du syndicat? Et deuxième question, le syndicat a-t-il un avenir face à cette révolution technologique? Je pense que ça, c'est des questions aussi sur lesquelles on peut réfléchir. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous, merci pour ces interventions. Moi, je voulais juste soulever quelques petits points avant de donner la parole à ceux qui voudraient bien la prendre. Et ensuite seulement, nous redonnerons la parole aux panélistes avant de conclure.
Bon, je pense qu'effectivement, la question de l'emploi, la question du travail, la question du sous-emploi sont au cœur de cette 10e session. Et je crois que notre ami Dembélé, par la a eu raison de parler de la persistance du modèle colonial qu'il a caractérisé comme le modèle néolibéral. Je crois que cela a eu comme conséquence, c'est ça mon point important, c'est que nous avons des capacités productives dans nos pays qui ne sont pas intégrées. Nous avons une économie qui marche sur deux jambes à deux vitesses. Nous avons d'une part l'économie informelle qui contribue pour l'essentiel au développement du PIB, qui absorbe les emplois, le chômage, etc. Et de l'autre côté, nous avons l'économie moderne héritée de l'époque coloniale. Tant que ces capacités productives ne sont pas intégrées, et ça demande effectivement, et tout ça Dembélé l'a apporté, une question de souveraineté nationale. Et la conséquence de cela, par exemple, si je prends l'exemple seulement digital, nous avons abordé cette question-là sans toucher une question qui me paraît quand même cruciale. C'est-à-dire qu'il y a le développement du digital à travers les grandes plateformes de la Sonatel, de la télécommunication de manière générale, mais il y a un écosystème digital informel qui s'est développé de manière prodigieuse ces dernières années, qui a offert énormément d'opportunités, mais dans l'économie dite marginale et l'économie dite informelle. Et ces deux réalités-là, qui sont des grandes plateformes telles que la Sonatel et l'écosystème digital, ne sont pas intégrés. Et ça, c'est vraiment une question, à mon avis, qui est à la base de ce que nous en termes d'emploi, en termes de, disons, de chômage et de sous-emploi. Ce qu'on a vu, par exemple, Babacar le dit bien pour Moussa Dembélé, que plus on a des diplômes, moins on a les chances d'avoir des emplois. Et quand on n'a pas d'emploi, mais on prend l'emploi, effectivement, qui se présente à nous pour avoir beaucoup de revenus. Donc, le taux de sous-emploi dans nos de capacité productive intégrée entre les deux économies qui marchent parallèlement dans nos pays. Donc, ça, c'est une question vraiment la deuxième question, c'est l'engagement des migrants de retour dans les pays. Je crois que l'étude de Julie est très intéressante sur le Mali, mais nous avons eu l'occasion de voir le même phénomène au Sénégal et particulièrement dans la zone sud-est du Sénégal. La plupart des migrants, et dans le nord également, dans la vallée du fleuve Sénégal, la plupart des migrants de retour au pays sont dans des activités communautaires multiformes, économiques, sociales, ONG, politiques, etc. Ils exercent même parfois un véritable leadership dans leur commune. Cette question, donc, nous pouvons dire à Julie que la même chose qu'on a vu avec les États, etc., nous l'avons vu également dans les régions de notre pays, particulièrement dans la région de Tapakda, Katel, etc. Donc voilà très rapidement quelques points que je voulais soulever en insistant beaucoup sur l'intégration de nos capacités productives et la rupture avec ce modèle-là que nous avons hérité de l'époque coloniale. Donc, le son. Le son ne marche pas? Non, ici, je ne pense pas que je dois le mettre parce que... Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. OK. Donc, bon, merci beaucoup pour les questions et aussi merci pour vos interventions. J'ai beaucoup appris. Donc, je vais commencer avec les questions que vous avez posées, que le discutant que vous avez posé. Et justement, dans ma recherche, j'ai trouvé que parfois ils combinent ça avec d'autres types de travail. Donc, ils ne pensent pas que ça va être leur emploi principal. Mais petit à petit, pour beaucoup, ça devient leur emploi principal. Mais ils restent quand même
très, comme dit, entangled, enchevêtrés dans certains mondes de parenté et du marché, par exemple. Comme pour Ousmane, le président, il a dû garder sa commerce au grand marché de Bamako pour ne pas... c'est parfait. Vous pouvez laisser comme ça. Pour ne pas... oui, ça marche pas? J'arrête ou je continue? Ok, pardon, voilà. Je ne vais pas reprendre, vous allez comprendre. Donc, pour Ousmane, c'est des... Allô? Voilà. Pour Ousmane, en fait, c'est des types de travail qu'il doit faire au marché. Il doit maintenir sa commerce au marché pour satisfaire à sa famille. Ça continue d'arrêter, hein? Bon. Donc, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires. Ok, on va me donner un autre. Voilà. Allô? Non. Il est allumé. Il est allumé. It's on power. It says power, but it says low battery also. Allô? Ok. Bon, si, on m'entend ici. Donc, si je parle assez fort, peut-être on peut m'entendre. Ok. Donc, voilà. Excusez-moi. Ok. Merci pour vos questions. En fait, cette association fait partie du FASTI, donc ça continue. Mais je trouve aussi que c'est important de mettre l'accent sur des chemins qui ne sont pas forcément franco-africains. Parce que pendant très longtemps, on a vu que c'est ça le cheminement, où même les politologues disent que les Africains vont en Europe et ils amènent les normes politiques de la France pour voter ici. Et c'est pas du tout ce que je trouve, parce que ça ne tient pas du tout en compte les gens qui sont même pas allés en Europe, qui est la plupart des migrants travailleurs. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie de voir comment ces deux chemins de la France, des syndicalismes en France, des travailleurs migrants en France, et le riche histoire que ces migrants ont eu l'expérience, comment ça influence aussi leur trajectoire quand ils rencontrent d'autres migrants qui ne sont pas allés en France. Et c'est ça, en fait, qui crée, je pense, le début d'une sorte de conscience collective. This is what's creating the beginning of a class consciousness. Okay, another microphone. And the reason why this is, I think, partly creating a kind of class consciousness, even though that might be a bit of a weird word to say here, is precisely because when they say it doesn't matter where you're from, it doesn't matter what ethnicity you are, what we have in common is this connection of being displaced from the place we wanted to go and of being a labor migrant. And in some way, that's sort of bringing in a kind of clash consciousness. And here you even see how they were with the biggest French syndicate at an event in Bamako. So it actually shows the two questions, I think, is really shown in this event of these two sort of threads coming together. And then if you just go to my last slide, I think this will answer the final question that you also sort of asked. I think one of the things is maybe, and I just was thinking about this, that their work in these associations, and like you said, there's so many ways that people engage in associations, whether it's in Senegal or in Mali or elsewhere. People engage in their communities, of course, and also in their work. But I wonder if for them the reason why this work in the association becomes so meaningful and so central, even to their livelihoods and even as their main job, really, is also because it's a form of disalienation that contrasts so sharply with what they experienced abroad as wage laborers for those who were wage laborers abroad. I also, though, think it might be a form of NGOization or l'ONGisation, in the sense that they're also kind of entrapped a bit in this world of NGOs where they have to respond to European NGOs' demands for their skills, and they need to formulate reports in the ways that those NGOs want. And so they're also experiencing that other tendency, and those things are coming together in this consciousness that I'm tracing. So thank you for those questions.
Oui, je voudrais... Oui, je voudrais, répondant à la question posée par Ablaye Diouf, préciser la question les questions. Je pense que le modérateur a attiré notre attention sur les faibles capacités de développement productif qui devraient être la base à partir de laquelle la question de l'emploi des jeunes devrait pouvoir trouver une solution. Quand ces capacités sont sous-développées, prenez simplement le potentiel que nous avons dans le secteur de l'agriculture. C'est sous-développé et il y a un abandon de l'agriculture parce que précisément l'orientation de l'agriculture reste encore marquée par cette orientation néolibérale avec les productions de l'arachide ou des cultures spéculatives, alors qu'à côté de cela, il y a autant de potentiel, que ce soit dans la culture, dans l'arboriculture, dans la culture des légumes, que ce soit dans la transformation des produits agricoles, qui serait autant de potentialités pour pouvoir répondre à la question de la main-d'œuvre. Malheureusement, ça c'est un premier problème, facteur important, qui est un facteur structurel des limites. Quand tu combines ça avec l'expansion démographique de la population, il y a toujours un décalage. Et tant que le système est tel qu'il fonctionne, il ne pourra pas y avoir de solution. Vous avez posé la question de la formation au métier par la formation sur le tas, qu'on appelle la formation artisanale. Effectivement, que ce soit la formation des métiers, que ce soit dans le cadre de la société actuelle, au niveau du secteur de l'informel, c'est une formation sur le tas. Et nous avons constaté qu'il y a à peu près 35% de gens qui se forment à travers la formation sur le tas et qui obtiennent un métier et qui puissent trouver du travail. Par contre, si vous regardez la formation dite moderne, la formation technique et professionnelle occupe autour de 7 à 8%. Et actuellement, l'ambition du gouvernement, c'est de porter cela d'ici 2030 à 30% du système éducatif. Tant qu'on n'arrivera pas à développer la formation professionnelle dans le système de dual, il va sans dire que on a un système où ceux qui sortent du système éducatif sont davantage dans le domaine de la littérature, de l'art, etc., mais alors qu'il y a, si on prend les scientifiques, je pense que les scientifiques BAPS font moins de 8 à 10% des bacheliers. Alors, c'est ça le problème. Donc, l'école est devenue une fabrique de chômeurs, parce que ceux qui sont produits ne répondent pas au marché du travail. Alors, donc il y a une véritable question ici de reposer la structure de l'économie, premièrement, reposer la question également du système éducatif, de sa réorientation vers un système de formation technique et professionnelle, intégrant le système dual pour pouvoir être à même de pouvoir répondre aux besoins du tissu économique. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La parole à M. Pachi. Merci, monsieur le modérateur. Je pense que j'ai eu beaucoup de questions. Je risque de me perdre, mais je pense que c'est dû à l'intérêt du sujet. Je pense qu'on va partir d'un postulat. Et dans ma présentation, j'avais dit, il ne faudrait pas qu'on se trompe, on n'est pas à l'ère du digital, on est à sa préhistoire. Donc prétendre adopter une posture actuelle pour répondre au digital, c'est qu'on passe à côté.
Et d'ailleurs, tous les États qui sont en train de, qui dominent le digital, vous prenez les États-Unis, vous prenez Israël, vous prenez la Russie et la Chine, ils ont une autre philosophie d'aborder le digital. Ce n'est pas d'en faire l'inventaire, etc., de voir comment le télétravail se fait. C'est des choses qui vont s'accélérer. Et je vais vous donner en guise d'illustration. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous permettent de lire un document. C'est-à-dire, vous mettez le livre et le logiciel le lit. Vous avez cet ordinateur, vous écrivez et les notes s'affichent. Donc aujourd'hui, la machine est capable de faire deux choses. Écrire et lire. Écrire et lire et parler. Elle sait aussi voir. Donc c'est une question de temps. Le jour où il y aura une convergence entre les écrire, lire, entendre et voir et parler, un malvoyant ou un aveugle même peut être plus efficace. En fait, il n'y aura plus d'handicap pour un aveugle d'être un éminent chercheur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est une métamorphose complète qui va se passer. Et ça aura aussi un impact dans l'emploi parce qu'on ne parlera plus d'handicap et emploi. Cette barrière va s'effriter. Donc il faudrait, dans l'approche qu'on a du sujet, ne pas penser qu'on est déjà à l'aboutissement du digital ou qu'on y est déjà. Et les études sont très avancées pour ces convergences. Et il y a d'autres technologies comme la nanotechnologie, il y a la blockchain, il y a, à côté de l'intelligence artificielle, il y a d'autres technologies. Le fait aujourd'hui qu'on est dans des performances, on va vers la 6G, ce sera des téraoctets. Tout ça combiné, et s'il y a une bonne convergence, c'est un autre monde. Donc, on va vers un autre monde. Maintenant, après le débat, est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont optimistes ou qui sont pessimistes? Bon, il faut qu'on soit pragmatique. Si on est pessimiste, le fait d'être pessimiste ne nous fera pas sortir de ce nouveau monde. Le fait d'être optimiste dans un optimisme béant nous fera courir tous les risques. Donc, ce qu'il faut, c'est considérer qu'on est dans un nouveau monde. Et c'est peut-être ce que le professeur Brabou parlait d'optimisme. En réalité, ce n'est pas un optimisme. On considère qu'on y est déjà. Et il faudrait qu'on en tire le maximum de bénéfices. Parce qu'en réalité, le travail qui sera exploité dans ce nouveau monde-là, c'est celui principalement qui n'aura pas cette technologie du digital. Il est évident qu'il en sera un ouvrier. Un ouvrier qui sera traité au rabais. C'est ça la vérité. C'est pourquoi, en conclusion, j'avais dit que c'était un problème. Mais il ne faut pas trouver la solution ailleurs. La solution se trouve en son sein. Alors, donc je vais répondre rapidement aux questions. L'emploi salarié, dès lors qu'il est menacé, et quel sera le rôle du syndicat? Le rôle du syndicat, c'est de se réinventer. Pas autre chose. De s'adapter. Et ça a été de tous les âges, si je ne me trompe. Au paléolithique, l'emploi, je pense, c'était la cueillette et la sèche. Après, la technologie avance toujours plus vite que les institutions sociales. On est passé de la cueillette et de la sèche à l'agriculture et on s'est sédentarisé. Donc la réponse sociétale à cette nouvelle évolution, c'était de se sédentariser. Donc c'est la même chose l'autre point de réflexion qu'il faut pour les syndicats, et c'est valable même pour les entreprises. Les entreprises qui subsistent à ce nouveau monde-là, c'est celle-là, c'est une réflexion d'un professeur américain, Theodore Levitt, qui disait l'erreur d'appréciation des entreprises, c'est qu'elles ne font pas la différence entre leur cœur d'activité et l'activité qu'elles font à un moment T. Je vais prendre une entreprise de télécommunication comme la Sonatel. Si je demandais dans cette salle-là quel est son cœur d'activité, vous allez me dire c'est la téléphonie. Mais ça n'a jamais été son cœur de métier. En réalité, son cœur de métier, c'est le besoin auquel cette téléphonie répond. C'est la communication. Et si Sonatel ne se rend pas compte que mon cœur de métier, c'est le besoin, la technologie va évoluer, va sortir de la téléphonie à autre chose, elle sera désuète. Et d'ailleurs, pour les anciens, vous connaissez la télégraphie. La télégraphie servait à faire de la communication à distance. Cette technologie, elle est désuète
les entreprises qui ne se sont pas adaptées ont disparu. Et le besoin est resté. Donc, quelle est la vocation d'un syndicat? C'est la protection des travailleurs. Des travailleurs, il y en aura, sous une autre forme. Il faudrait que les syndicats essaient de penser quelle sera cette nouvelle forme-là et comment les défendre. C'est ça ce qui sera son rôle. Alors, le syndicat a-t-il un avenir? Donc, j'ai répondu à cette question. Alors, pour le modérateur, il a parlé d'écosystème du digital informel. Pour le digital, considérons qu'il n'y a pas d'informel et de formel. C'est l'économie du savoir. Steve Jobs et autres, ce n'étaient pas des gens qui avaient le capital, qui avaient l'argent. C'est des gens qui ont eu une compétence, qui ont développé des technologies, ils ont cherché des partenaires financiers et ils sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont. Donc, celui qui détiendra la connaissance dominera. Il n'y a pas autre chose. Donc, Sonatel, qu'elle puisse être une grande plateforme, mais elle est menacée. Vous avez vu entre Orange Money et Wave, qui est venu de nulle part, qui a eu une technologie qui en réalité ne l'est pas, c'est le QR code, qu'elle a su bien utiliser, et Sonatel est passé, Orange Money est passé d'une super dominance à être relayé au tiers du marché. Donc, il n'y a pas de formel, il n'y a pas de puissant, il n'y a pas de fort et de faible. Alors, ça va répondre un peu le défi de la règle. Voilà. Je vais rapidement, hein, si j'ai des questions que je n'ai pas répondues, vous me faites signe. Vous allez m'aider, Julien. Hein? Ah oui, bon, j'essaie de traduire. Non, oui. Alors, maintenant, pour le modèle business, voilà, d'ailleurs, pour l'écosystème informel, bon, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Maintenant, pour EG Suleiman, c'est ici qui fait l'état des lieux, etc. C'est une bonne chose. Et vous avez tiré une conclusion qui a attiré mon attention en disant qu'il y a 5 pays en réalité qui sont leaders. Il y a 5 pays qui sont leaders, 12% des multinationales qui y sont déjà. C'est tout, en fait, c'est toute la transformation que la digitalisation impose. Aujourd'hui, vous allez en France, il y a un rapport Villani qui parle de souveraineté numérique, en fait, du Sénat d'abord. Et l'Union européenne est allée jusqu'à dire on risque d'être une colonie, une cybercolonie des États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il y a 12 pays. C'est-à-dire, même si c'est un pays, Facebook est aux États-Unis, mais il est partout. Et aujourd'hui, si l'État du Sénégal se risquait à réglementer ou à supprimer Facebook, il y aura des manifestations dans la rue. Donc, on dit, the winner takes all. Hein, c'est comme ça. C'est-à-dire, le gagnant, il prend tout. Et c'est pourquoi toutes ces grandes puissances sont dans une compétition pour être sur le marché et être leader dès à présent. Voilà. Un pays comme Israël, qui n'est pas plus grand que le Sénégal, est aujourd'hui parmi les leaders dans la cybersécurité. Voilà. Donc, détrompez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a 5 pays que le danger n'est pas là. Le danger est déjà là. Et quand l'Union européenne parle de cybercolonisation, c'est pour vous donner une idée. Alors, maintenant, le défi de la réglementation. Évidemment, pour les États africains, on n'a qu'une seule solution à tous ces risques-là, c'est la réglementation. Je vais vous poser une question simple. Et ça va permettre de répondre à la cybersurveillance. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, c'est celui-là qui a Wikileaks, je ne sais pas, qui est en Russie, qui travaillait au niveau de NSA. C'est un Américain qui a fuité beaucoup de documents. Hein? Edward Snowden. Je n'ai pas compris. Il a dit que l'Israël est en train de pénétrer toutes les... Très bien, c'est ça la réalité. C'est pourquoi... Très bien, c'est ça la réalité. Et d'ailleurs, si vous regardez une puissance comme l'Union européenne, ils ont tellement compris cette tendance-là qu'aujourd'hui, ils sont dans une bataille d'existence dans le numérique. D'existence dans le numérique. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 2 pays, etc. Ça dit ces 2 pays-là, c'est eux qui contrôlent aujourd'hui le monde. Je vous assure, Facebook a plus de renseignements
que tous nos services de renseignement réunis. Et c'est une petite entité qui est quelque part dans le monde. Voyez l'enjeu. Alors, donc je vais accélérer. C'est-à-dire, pour nos pays africains, nous pensons que la réponse au digital, c'est la réglementation. Très bien. Supposons qu'on dit que nos données individuelles ne sortiront pas du Sénégal. Très bien. Quel est le dispositif technologique que le Sénégal a pour contrôler que les données technologiques ne sortiront pas du Sénégal? C'est des tests de loi qui seront inopérants. Voyez un peu. Et je pense que le meilleur exemple, c'est l'Inde dans ce domaine-là. L'Inde est en train de monter en puissance dans le numérique. Bon, avec des dégâts, évidemment. Mais c'est une superpuissance qu'il faut compter. Ils ont sorti une réglementation pour dire que les données en Inde ne sortiront pas. Mais ils ont les moyens de le faire. Alors que le Sénégal n'a pas les moyens de le faire. Notre président, chaque jour, il menace les réseaux sociaux alors qu'il n'en a aucun moyen. Donc la réponse, avant d'être réglementaire, elle est d'abord une réponse du savoir. Du savoir d'abord, avant qu'elle ne soit technique. Alors, donc, pour le professeur Bouba Diop, les 2 jours de télétravail, je pense que c'est une réalité déjà sénégalaise. Moi, je suis à Sonatel. On a 3 jours de télétravail dans le mois. Et 2 autres jours de flex space où tu ne viens pas dans ton lieu d'affectation, mais tu peux travailler n'importe où dans un établissement de Sonatel. Donc c'est déjà une réalité au Sénégal. Et on essaie d'apporter des réponses syndicales en ayant une charte qui l'encadre, en fixant des établissements, en disant que telle personne, dès lors qu'il est affecté ici, donc il est de cet établissement-là, en essayant d'avoir une charte sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc il y a des réponses qui sont données à tout ça. Et je pense qu'au niveau de la centrale aussi, au niveau de la CSI, c'est une préoccupation. Et je pense que lors du dernier congrès aussi, cette question a été posée. Mais tout ça, il faut voir entre la réponse conjoncturelle et la réponse structurelle qu'il faut donner à tout ça. Alors maintenant, pour mon ami le professeur. Oui, il me reste beaucoup de questions, c'est pas de ma faute. C'est pas grave. Alors, je vais aller rapidement. En fait, très bien. Maintenant, pour mon ami Bravo, je pense que son inquiétude, c'est de dire la machine, en fait, elle a envoyé depuis longtemps l'homme dans la servitude, dans l'esclavage, dans une exploitation. C'est en partie vrai. Je ne sais pas si c'est ça. Machine is the means of it. C'est le moyen. La machine, c'est la moyen de le... Très bien. Elon Musk is enslaving us, not his automatic car. La machine, c'est la moyenne. Bien sûr, c'est les hommes. Très bien. Ou bien, disons autrement, les machines participent ou aident à l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est vrai. C'est comme aussi, l'absence de machine aussi n'aide pas à ce que l'homme n'exploite pas son prochain. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, la question de l'exploitation et de l'esclavage, il ne faut pas le lier à la machine. C'est-à-dire, la machine l'amplifie. Mais ce n'est pas la véritable source. Ce qu'il faut voir en réalité, c'est qu'à chaque fois que l'homme est exploité par son prochain, en tout cas dans le milieu du travail, c'est qu'il y a une minorité qui s'est accaparée de l'essentiel des moyens de production. C'est ça le risque. C'est-à-dire, dès lors que la machine devient l'essentiel des moyens de production, évidemment, la majorité ou d'autres personnes seront exploitées par d'autres. Ici, la machine, heureusement que ici, la machine, avant tout, elle n'est pas physique, mais c'est une machine du savoir. Voyez un peu, la programmation ne demande pas d'avoir des investissements à milliards. C'est une compétence, c'est un savoir qu'il faut avoir. Et le véritable débat qu'il faut poser, c'est de dire ces personnes-là qui seront exploitées ou qui risqueront d'être exploitées, il faudrait que je leur donne ce savoir-faire et ce savoir-là pour qu'ils soient indépendants d'autres. Voyez un peu. Alors, pour les politiques, pour Diouf, mon ami Séré, Dr Diouf,
Il dit est-ce que les politiques d'orientation, en fait, les politiques de l'emploi ne devraient pas être orientées vers le digital? Avant cela, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui la formation universitaire, l'enseignement universitaire, qu'elle soit sociologique, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit économique, qu'elle soit technique, est-ce qu'il ne faudrait pas incorporer la notion du digital dans cet enseignement-là? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le professeur qui fait de la sociologie, il est condamné à avoir des connaissances de traitement de tests. Voilà. Aujourd'hui, on va vers un autre monde où le code sera la nouvelle lettre. Le code sera la nouvelle lettre. Donc je pense que, et je termine par là, il nous faut reconstruire un triangle pour espérer être dans ce monde du digital et survivre, en tout cas être dans une posture où on ne sera pas exploité. Sinon, on le sera. Il faut un triangle où au sommet, il y aura l'État, à côté, il y a l'université, et après l'investissement privé. C'est comme ça qu'il faut rentrer dans ce monde-là. Voilà. L'État pour la politique et la vision, l'université pour former ces compétences-là, et l'investissement privé pour pouvoir investir dans le domaine. Les travailleurs, évidemment, j'ai dit que les travailleurs aujourd'hui, la tendance va vers de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut considérer que l'étudiant qui sort, il ne faudrait pas que la centrale le laisse libre parce qu'il deviendra demain un employeur. Et je pense que l'origine même des syndicats était avant tout des corporations. Il faudrait penser qu'on va retourner vers ces corporations-là, mais ce sera des corporations de travailleurs qu'il faut aider et encadrer. Sinon, ils nous échapperont et ils seront peut-être du côté du patronat. Donc, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir. Merci, M. Badi. Bon, chers amis, on est presque à la fin de nos travaux, en tout cas de la 10e session. Je voudrais à votre nom remercier tous les participants et féliciter tous les panélistes, vraiment pour la qualité de leur contribution, la clarté également dans les réponses qui ont été apportées et le fait que les uns et les autres ont été très attentifs et avec des communications très enrichissantes. Mais je voudrais juste, avant de clôturer définitivement, me permettre, ça je me donne ce droit-là, modérateur, de faire quand même quelques petits éléments de conclusion qui n'engagent que moi. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes, est apparu dans nos travaux comme étant un défi, non seulement un défi économique, mais surtout un défi politique, un défi sécuritaire et aussi un défi de souveraineté nationale. Cette question, je crois qu'il faut la considérer comme telle. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans nos pays, nous avons en fait des capacités productives qui non seulement sont limitées, mais qui sont également désintégrées. Donc, la question est de voir comment développer nos capacités productives faibles, mais aussi comment les intégrer. Parce que nous sommes dans des économies à deux vitesses, où nous avons l'économie dite moderne, héritée de l'époque coloniale, et une économie dite informelle, qui est un peu à la marge, et pourtant constitue l'essentiel de l'activité au plan global. Donc, comment réintégrer tout cela? Je crois que c'est une question posée et à résoudre. Je vais donner juste un exemple. Malgré ce que notre ami Badi a dit, la question du digital. On a vu, et ça je le renvoie à deux études, une à laquelle j'ai participé au début des années 2000 avec le CRDI, et c'était dans le cadre du projet Acacia, où nous avons étudié ce phénomène intéressant dans les différentes régions de notre pays, et nous avons fait la comparaison dans un pays comme l'Ouganda. Par la suite, il y a eu une autre étude qui a été faite sur le secteur informel des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une étude comparée entre le Sénégal, le Burkina Faso et le Cameroun. Je persiste à dire qu'effectivement, dans le secteur digital, dans nos pays, il y a deux sphères. Il y a la sphère moderne
avec des grandes plateformes contrôlées par des grandes entreprises et qu'il y a maintenant à la marge, dans ce qu'on appelle le secteur informel, un développement prodigieux vraiment de ce secteur-là avec une économie qui est portée. À ce niveau-là, la question, ou les questions qui sont posées, il l'a dit, c'est les questions d'innovation, comment appuyer les startups, mais comment également briser les inégalités et les inéquités dans ce secteur-là pour permettre effectivement à ce que l'accès soit le plus large possible, qu'on puisse même arriver à l'accès universel et que tous les secteurs, que ce soit les secteurs modernes, les petits startups, ceux qui sont, etc., à Sandaga et autres, puissent profiter en fait de ces innovations technologiques. Donc ça, je pense que c'est également un point important. Et enfin, je voudrais, à la suite dire que là, les travailleurs immigrés de retour dans les pays constituent un levier très important dans les communautés. Comment mettre en place des dispositifs d'accompagnement dans leur nouvelle aventure communautaire, que ce soit au plan économique, au plan politique, au plan ONG, etc. Je pense que ça, c'est également un élément très important. Donc voilà quelques aspects sur lesquels je voulais revenir, en insistant encore une fois sur les capacités endogènes et les capacités extraverties qu'il faut véritablement intégrer pour pouvoir développer un potentiel d'emploi et lutter efficacement contre le chômage et le sous-emploi. Je vous remercie.